les micros fonctionnent? Oui. Alors, on va commencer. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là dans l'amphithéâtre et à distance pour cette première conférence d'un cycle de conférences qui est une collaboration entre les différentes écoles de Sciences Po. Donc ce soir, c'est le Collège universitaire et l'École d'affaires publiques qui l'organise. Je remercie Anne-Célia Feutry qui va arriver, la directrice exécutive de l'École d'affaires publiques, d'avoir organisé la conférence. Et puis je remercie les deux intervenants, donc Frédérique Lechterfleck qui sera la modératrice, qui est professeure des universités au Centre d'histoire de Sciences Po, et Denis Charbit, qui est professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel, qui est ce semestre situé sur le campus de Menton, où il enseigne sur le conflit israélo-palestinien. Donc ce cycle de conférences a pour objectif de traiter de toutes les questions de discrimination, de racisme, selon toute une série de points de vue, avec comme objectif de dialoguer, de trouver des espaces de nuances et d'essayer aussi de rentrer dans des discussions parfois compliquées et difficiles, comme ça va être donc le cas dans un instant autour de cette question d'antisémitisme et d'antisionisme. Et je laisse tout de suite la parole à Frédérique Lechterfleck pour introduire la discussion. Merci beaucoup, Jeanne. Antisionisme, antisémitisme, où passent les seuils? C'est une question brûlante, s'il en est, au cœur de notre actualité, et prise, vous le savez comme moi, dans un écheveau de douleurs, de malentendus et de polémiques. Le sujet dont on va s'occuper maintenant est un abcès de fixation du débat public qu'on ne peut pas se résoudre à ignorer par crainte qu'il ne soit trop sensible à toucher. Nous allons donc ensemble faire le pari qu'il reste possible de transformer cet abcès en un objet de discussion intellectuelle. Et je tiens à mon tour à remercier la directrice de l'École d'affaires publiques et doyenne par intérim, Anne-Célia Feutry, qui va nous rejoindre, et la doyenne du Collège universitaire de Sciences Po, Jeanne Lazarus, ainsi que la direction de Sciences Po, d'avoir eu le courage de nous faire confiance, à nous, la communauté de Sciences Po, étudiants et étudiantes, doctorants et doctorantes, professeurs et membres du personnel, pour mener cette discussion d'une manière civile et respectueuse, honnête et exigeante. Votre conception de ce que peut une université nous honore et nous oblige. Je voudrais d'emblée poser, pour écarter les malentendus, que l'antisionisme dont il sera question ici n'est pas la simple critique du gouvernement israélien actuel, ni la simple critique des actions de l'armée israélienne à Gaza, ni celle des politiques menées par l'État d'Israël, ni même celle de la colonisation des territoires palestiniens. Sinon, à ce compte-là, il faudrait qualifier d'antisioniste une bonne partie de la population israélienne elle-même. La critique est légitime, la dénonciation aussi, mais c'est autre chose qui se joue ici, et sans doute nous faudra-t-il, pour commencer, clarifier ce qui se joue justement dans cette zone souvent trouble de prise de parole, de slogans, de positionnement, entre, d'une part, la dénonciation de l'État d'Israël dans le débat public présent face à la catastrophe en cours à Gaza, et d'autre part, la mise en cause radicale du droit d'Israël à exister. Poser la question des seuils, c'est une manière d'écarter d'emblée deux réactions opposées qui consisteraient, pour l'une, et d'une part, à soutenir que l'antisionisme et l'antisémitisme sont équivalents, que l'un n'est que le faux né de l'autre, une relation donc d'équivalence qui exigerait d'appliquer à l'un la même condamnation morale et pénale qu'à l'autre sans qu'il soit besoin d'aller y regarder de plus près. Et d'autre part, écarter une deuxième réaction opposée, celle qui consisterait à soutenir que l'antisionisme n'est qu'une opinion politique sans rapport aucun avec l'antisémitisme et à refuser même d'entrer dans une conversation sous-entendant qu'il puisse y avoir un lien ou un rapport ou une relation entre eux. Bon point de départ donc, celui qui nous expose à des critiques de toutes parts dans un moment d'intense émotion qui n'échappe pas évidemment aux instrumentalisations politiques. Pour certains, toute tentative pour essayer de faire des distinctions plus fines
serait une réhabilitation inacceptable d'une discrimination qui ne vise que l'État juif. Quel autre État voit son droit à l'existence constamment mis en cause? Et pour d'autres, toute insinuation que l'antisionisme puisse n'être pas sans rapport avec l'antisémitisme ne doit être regardée que comme une tentative pour museler la liberté d'expression et réduire au silence les mobilisations pro-palestiniennes. L'enjeu de liberté d'expression, de liberté d'opinion, de liberté académique nous importe particulièrement dans une enceinte universitaire comme la nôtre. Et je voudrais le dire clairement, il n'est pas question, avec l'organisation de cette séance, de discréditer en bloc les mobilisations anti-israéliennes, encore moins les mobilisations pro-palestiniennes, ni de chercher à les réduire au silence. Il n'est pas question non plus de laisser la dénonciation de l'instrumentalisation de l'antisémitisme contribuer à légitimer des propos ou des comportements qui, sous couvert d'hostilité à un sionisme devenu le nouveau symbole du mal absolu, surfent plus ou moins consciemment sur l'imaginaire antisémite, s'en nourrissent ou l'alimentent. Ni de passer sous silence le fait, malheureusement irréfutable, que le niveau d'antisémitisme a explosé dans notre société, en parole et en acte, comme dans le reste du monde, depuis le 7 octobre, et en particulier que la libération d'une parole haineuse désinhibée a commencé au lendemain même des attaques du 7 octobre, avant même les milliers, puis les dizaines de milliers de morts palestiniens causés par les bombardements de l'armée israélienne à Gaza. Notre contexte français n'est pas le même qu'aux États-Unis, où ces controverses sont orchestrées dans des proportions effrayantes sur les campus. Chez nous, la liberté d'expression est régulée, les opinions politiques sont libres, mais les discours antisémites et racistes sont pénalement réprimés, ce qui fait de la question des seuils un enjeu d'interprétation que la justice peut avoir à arbitrer, mais qu'elle ne saurait affronter seule. Pour comprendre ce qui se joue dans l'articulation entre antisionisme et antisémitisme, l'éclairage des sciences humaines et sociales est plus que jamais nécessaire, l'éclairage de l'histoire, parce que l'usage stigmatisant du terme sioniste comme un proxy pour désigner les Juifs a des précédents, l'éclairage de l'histoire des idées, parce qu'il y a plusieurs sionismes, plusieurs antisionismes, et que ces idéologies n'ont pas la même signification avant et après la naissance de l'État d'Israël, l'éclairage de la sociologie, des sciences politiques, de la philosophie, de la psychanalyse, pour tenter de comprendre les nouvelles formes et réincarnations contemporaines des passions antisémites multiséculaires. Nous faisons donc le pari que par-delà la sensibilité de ce sujet, il reste possible de reprendre le fil d'une discussion sincère et ouverte entre personnes de bonne volonté, pas forcément d'accord entre elles, sur un problème difficile qu'on n'a pas l'ambition de trancher ou de résoudre ce soir, mais dont on va essayer de démêler les chevaux. Et pour cela, je remercie à mon tour notre intervenant de ce soir, Denis Charbit, d'avoir accepté cet exercice. Et je te présente rapidement Denis. Denis est donc professeur au département de sciences politiques de l'Open University d'Israël. Il est historien des idées, spécialiste du Proche-Orient. Il a en particulier travaillé sur les sionismes, au pluriel, sujet sur lequel il a publié une anthologie de textes critiques de référence. Et il a beaucoup travaillé aussi sur les matrices intellectuelles et idéologiques autour de la question d'Israël, sujet de son livre « Israël et ses paradoxes » qui vient d'être réédité avec une mise à jour post-7 octobre. Préalable, malheureusement. Préalable, mai 2023. tant pour moi. Non, mais... Denis Charbit est donc visiting professor à Sciences Po sur le campus de Menton, où il enseigne un cours en français et en anglais sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, un cours très animé, très tonique, Denis, j'ai cru comprendre, où tout peut être mis sur la table sans tabou et qui se passe très bien, je le souligne, parce qu'évidemment, dans le moment présent, un Israélien capable d'enseigner avec succès sur le campus de Menton un cours sur l'histoire du conflit israélo-palestinien en prenant en charge le double narratif israélien et palestinien de cette histoire partagée, c'est une source d'espoir. Et on s'est dit qu'on pouvait prendre le risque de le faire intervenir sur le sujet qui va nous occuper ce soir. Alors voici quel va être le fonctionnement de la séance. Denis Charbit aura une vingtaine de minutes pour un exposé initial, puis nous ouvrirons une discussion avec lui que je modérerai. Je te relancerai d'abord, Denis, peut-être avec une ou deux questions, puis je donnerai la parole à la salle et nous pourrons même éventuellement prendre des questions écrites émanant des étudiants et étudiantes des campus qui nous suivent en Zoom.
Nous avons la salle jusqu'à 18h45 précise, heure à laquelle il nous faudra évacuer rapidement pour laisser place à l'événement suivant. Et je voudrais préciser que nous sommes dans un séminaire universitaire, évidemment pas dans un meeting, pas dans une AG. Donc on évite d'applaudir, on évite de huer, on s'écoute dans le respect mutuel, ça va de soi. Chacun doit pouvoir réfléchir sans être d'emblée influencé, encore moins intimidé par la réaction des autres. Et donc je compte sur tous et toutes pour jouer ce jeu-là. Et je me tourne donc vers toi, Denis, avec une première série de questions, si tu veux bien. Que signifie l'antisionisme? Et est-ce qu'on peut d'abord clarifier ce dont on parle ici? Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment toi, en tant qu'historien des idées politiques, tu te poses aujourd'hui cette question des seuils? Okay. Merci, je préfère me lever. Je ne sais pas si je vais peut-être aller ici. Du moment que c'est dans le micro. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Frédéric Flecha-Flack de m'avoir invité à ouvrir ce séminaire, cette série de conférences qui portera donc sur l'antisémitisme, sur le racisme et en ce qui me concerne donc sur le lien entre antisionisme et antisémitisme et la question donc des seuils. Alors c'est vrai que c'est important de comprendre que ce qui nous arrive, ce qui vous arrive, c'est que la guerre ne se déroule pas uniquement sur le front militaire et que la guerre est aussi également une guerre d'image, elle est aussi une guerre des mots. Et c'est ces mots-là qu'il faut essayer de tenter de clarifier. Alors d'abord pour désigner les protagonistes, juifs, hébreux, israéliens, sionistes, les mots qu'on emploie pour qualifier le conflit, ou plus exactement pour qualifier Israël, colonialisme, apartheid. Rappelez-vous, en 1975, une résolution de l'ONU établissant une égalité entre qualifiant le sionisme de racisme. Récemment, la notion de génocide a été employée concernant bombardement israélien. Donc il y a une guerre des mots et d'une certaine manière, cette guerre des mots montre bien que c'est à bien des égards une guerre par d'autres moyens. Et que si on comprend que les deux protagonistes en l'utilisent, à la fois dans une guerre psychologique, mais également pour renforcer chacun des auditoires, on peut être surpris que en dehors de la zone de conflit, eh bien, cette guerre des mots ait lieu, parce qu'elle est bien, à bien des égards la continuation de la guerre par d'autres moyens. Un très bref mot sur le lieu d'où je parle, tu l'as déjà évoqué, mais disons-le peut-être plus clairement encore, je suis israélien, je suis juif, je suis sioniste et je suis français puisque j'ai vécu jusqu'en 1974, donc il y a un demi-siècle déjà, Dieu que le temps passe vite, j'ai vécu à Paris, ce qui me permet de parler en français clairement, normalement et sans difficulté, ayant étudié à l'école primaire et secondaire en France. Alors pourquoi il y a problème et quel est le problème? Voilà. Antisioniste, antisémite, quel rapport y a-t-il entre les deux? Et exactement dans le sillage de ce que tu as dit dans ton introduction, Frédéric, je dirais que les deux positions qui dominent, mais ce n'est pas parce qu'elles dominent, pas parce qu'elles font du bruit qu'elles sont nécessairement les plus justes, consistent à dire, pour le dire familièrement, circuler, il n'y a rien à voir. Un antisioniste n'est pas et ne peut pas être un antisémite. Et la position inverse, toujours de manière un peu familière, c'est de dire non, sionisme et antisionisme, c'est du pareil au même. Voilà. Tout antisioniste est nécessairement, fatalement, un antisémite. Et c'est vrai qu'il est assez regrettable, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, de se rendre compte que dans le débat, quand il y a débat, c'est en général l'un ou l'autre. C'est soit le déni total, comment peut-on oser nous accuser, soit inversement, y compris la fameuse formule des habits neufs de l'antisémitisme. Et donc j'aimerais effectivement, entre ces deux extrêmes, creuser un peu la situation, essayer de comprendre si
on peut trouver des convergences ou des divergences entre l'un et l'autre. Alors, pourquoi le problème est-il pas simple à résoudre? Pourquoi il demande notre intelligence, notre travail? D'abord parce que nous ne sommes plus au XIXe siècle, nous ne sommes plus au début du XXe siècle, nous ne sommes plus avant 1945, période où un antisémite se déclarait comme tel. Je veux dire, quand on fait l'histoire de l'antisémitisme, on va dire, on peut le faire avant bien entendu, mais depuis que Wilhelm Marr a forgé le terme en 1973 et jusqu'à 1945, c'est pas très difficile parce que les antisémites l'affichent, ils ne le cachent pas, ils ne le dissimulent pas. Après 1945, effectivement, c'est une nouvelle situation, bien entendu consécutive à la Shoah, plus à la Shoah d'ailleurs, je dirais qu'à la création de l'État d'Israël. Et là, effectivement, à partir de cette période-là, il y a un tabou. C'est-à-dire que quiconque fait une recherche, il y a d'éminentes personnes qui font des recherches d'antisémitisme, sont obligés de le dévoiler, de rapporter des propos pour essayer d'étayer à partir de ces propos qui se répètent ou qui ne se répètent pas s'il y a ou non antisémitisme. Je parle ici du discours, je ne parle pas de la violence physique qui consisterait à s'en prendre à un juif parce qu'il est juif. Mais là aussi, même dans l'acte, il faut également qu'une intention, qu'un discours le soutienne. Donc, il y a complexité ou difficulté parce que, à quelques exceptions près, personne, ou très peu en tout cas, et en tout cas certainement pas en France, déclarons ouvertement dans l'espace public. Je ne parle pas dans son fort intérieur ou avec les siens, les proches, au sein du milieu familial. En général, l'antisémite ne s'affiche plus comme tel. Il faut donc faire un travail qui consiste à débusquer, qui consiste à décortiquer, qui consiste à étayer, et c'est convaincant ou ça ne l'est pas, et le jugement sera celui de l'opinion ou de lecteur. La deuxième raison, et tu l'as également mentionné, Frédéric, la deuxième raison, c'est qu'il est clair que si dans un débat, quel qu'il soit, l'accusation est portée, ce que vous dites, le propos que vous tenez est de l'antisémitisme, il y a quelque chose de suspensif, il y a quelque chose qui relève d'une censure du débat, puisque on ne débat pas avec un antisémite. Je crois que de ce point de vue-là, le mot le plus significatif est celui de Jean-Paul Sartre. L'antisémitisme n'est plus une opinion, c'est une passion. À partir du moment où ce n'est plus une opinion, à partir de ce moment-là, eh bien, on ne peut plus continuer la discussion. Si nous avons déterminé, prouvé que notre interlocuteur est antisémite, le débat est terminé aussitôt. Et c'est ce que, d'ailleurs, je crois que c'était Étienne Balibar avec d'autres, avait publié il y a quelques années un ouvrage collectif qui s'appelait « L'intolérable chantage ». Voilà, pour dire, introduire dans le débat sur Israël la notion d'antisémitisme, c'est de ce fait, inévitablement, faire un chantage, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus parler, et donc se pose la question de la liberté d'expression, la question des seuils, des limites, pour essayer de discerner à quel moment les deux pourraient converger et dans quelles circonstances, dans quel cas, on peut dissocier très clairement antisionisme d'antisémitisme. Je voudrais également peut-être, avant de continuer et de développer mon hypothèse, je voudrais dire d'abord que toutes les variantes existent. Nous avons des antisionistes qui ne sont pas antisémites, nous avons des antisémites qui sont antisionistes, nous avons des antisémites qui sont sionistes. Voilà. J'ajouterais quand même que, en dépit des quelques phrases qu'on peut dénicher chez Drummond, chez Céline, chez Marcel Déat, étant sioniste par antisémitisme, ça n'a jamais été qu'une opinion, ça n'a jamais été un pilier de leur idéologie, et l'État d'Israël doit beaucoup de choses sans doute à
ceux qui l'ont fait, mais il doit beaucoup aussi à d'autres forces, certainement pas aux antisémites. Je veux dire, jamais les antisémites ne se sont organisés. Ils ont pu exprimer l'idée que des Juifs qui iraient en Palestine, c'est très bien, ça nous débarrasse des Juifs. Ce n'est pas grâce à eux que l'État d'Israël s'est fait. Alors, ça n'empêche pas le cas de figure d'un antisémitisme sioniste, mais ça ne signifie pas que ça a eu un quelconque poids ou un quelconque impact sur les réalisations du sionisme. Voilà, le sionisme ne s'est pas fait grâce à eux, il s'est fait d'ailleurs grâce aux pays libéraux qui, avec la solution de l'émancipation, pensaient détenir la solution de la question juive. Et pourtant, ce sont eux, alors qu'ils possédaient par la citoyenneté accordée aux Juifs le moyen de rendre superflu le sionisme, eh bien ce sont eux qui ont soutenu le sionisme et en tout cas et l'ont appuyé. Alors ce que je voudrais dire effectivement, et ça peut-être parce que par tempérament je ne cherche pas à multiplier les ennemis, donc moi je ne cherche pas à ce qu'il y ait plus d'antisémites de par le monde, je voudrais dire que très souvent, par expérience aussi, je me suis rendu compte que les antisionistes qui se déclarent tels, en fait, ne le sont pas. C'est-à-dire que très souvent, et j'exhorte ceux qui s'en inquiètent, quand quelqu'un se déclare antisioniste, avant de dégainer les armes polémiques bien connues, je crois que le plus simple et le plus, je dirais, voilà, ce qui me paraît le plus admissible et souhaitable, c'est de poser la question, mais ok, tu es antisioniste, pourquoi tu es antisioniste? Qu'est-ce qui motive ton antisionisme? Et dans de nombreux cas, je ne dirais pas dans la plupart des cas, là il faudrait peut-être faire un travail statistique, mais une enquête, mais dans la plupart des cas, les réponses apportées à la question posée pourquoi vous êtes antisioniste correspondent à beaucoup de choses, sauf à l'antisionisme. Prendre parti contre Israël aujourd'hui dans la guerre, ce n'est pas une position antisioniste. Considérer qu'il y a des inégalités en Israël, que les colonies sont le facteur principal qui empêche la résolution du conflit, etc. Tout ça ne sont pas, la plupart des arguments ou des motifs avancés rendent peut-être expliquent ou justifient une position très, très dure, voire impitoyable, voire acharnée contre Israël. Ça n'en fait pas des antisionistes. Et en fait, je pense que le problème ici est que l'antisionisme est devenu en fait détaché de son sens. Il ne correspond plus à ce qu'il devrait être, et je vais tout de suite définir ce que c'est, mais seulement voilà, j'ai peu d'espoir ou j'ai peu d'illusions sur le fait que quand bien même j'arriverai à démontrer à quelqu'un qui se déclare antisioniste qu'il ne l'est pas, j'ai de fortes appréhensions ou hypothèses de croire qu'il continuerait malgré tout à se considérer comme antisioniste, parce que dans le champ actuel des passions politiques, l'antisionisme se porte bien et c'est quelque chose dont on est, qui est une démonstration de sa radicalité politique. Alors, qu'est-ce qu'a été et qu'est-ce que serait l'antisionisme aujourd'hui? Alors, ça suppose d'abord de définir ce que c'est que le sionisme, et j'avais dans un ouvrage précédent défini le sionisme à partir de 5 projets, l'addition de 5 projets. Le premier étant que les Juifs veulent se reconstituer en nation, quitte même à admettre l'idée qu'ils s'inventent comme peuple ou comme nation, dans la mesure où tous les peuples sont inventés, les Juifs n'y échapperaient pas, et donc ça ne pose pas de problème. Donc ce n'est même pas l'invention du peuple juif qui en soi pourrait être considérée comme une expression antisionisme. Le fait est que le premier niveau, le premier degré du sionisme, c'est que les Juifs entendent se définir comme nation. C'est leur volonté. Et je dois dire, pour encore une fois avoir fait le test, il est rare que des personnes me disent non, vous n'en avez pas le droit.
On peut dire qu'il y a d'autres définitions, une définition qui serait strictement confessionnelle, par exemple, ou culturelle. Mais l'idée même que des Juifs puissent vouloir se définir en nation et le sont aujourd'hui, en général, n'est pas contestée, ne fait pas objet de contestation, sauf à l'intérieur du monde juif. Mais là, c'est dans une problématique qui est relativement ancienne, sur laquelle peut-être je dirai quelques mots. La deuxième, c'est l'idée de dire que les Juifs, se définissant comme peuple ou comme nation, ont souhaitent une terre, ils donnent une terre à soi, et estiment avoir un lien particulier, voire un droit, en Israël ou en Palestine, là où il peut y avoir des variantes, certains vont dire sur la Palestine ou sur Israël. Mais en tout cas, l'idée qu'il y ait un lien, là aussi, en général, n'est pas contestée. On verra ce qu'il est dans cette affaire de situation, de choix du territoire lié à la Palestine, mais l'idée même que les Juifs ont un lien avec cette terre, en général, ne devrait pas être contestée. La troisième, c'est la revendication d'un État établissant un lien juridique entre ce groupe qui se rassemble. Le sionisme, au départ, c'est un rassemblement. Les Juifs sont dispersés, ils se rassemblent sur une terre et établissent un lien juridique qui prend la forme d'un État-nation. Ça aussi, c'est un troisième aspect, une troisième dimension du sionisme. Le quatrième, c'est l'hébraïsation de la culture. Je crois que c'est l'aspect le moins contesté du sionisme. Et puis enfin, l'idée qui peut l'être parfois, mais cette idée que la vocation de cet État, donc l'État d'Israël, est de rassembler les Juifs du monde entier, en particulier lorsqu'ils sont en difficulté, lorsqu'ils sont intimidés, persécutés, et que puissent accéder et sans être apatrides, devenir aussitôt des citoyens de l'État d'Israël. Voilà quels sont les volets ou les projets du sionisme. Et s'il s'est développé un antisionisme, y compris parmi les Juifs, car le sionisme est apparu à la fin du XIXe siècle, à côté de deux grandes tendances, deux grandes options politiques majeures, que sont l'émancipation et, d'autre part, la révolution. Révolution socialiste, communiste, trotskiste, etc. Et le troisième venu, la troisième option politique, la troisième offre politique, était effectivement celle de la nation. De ce point de vue-là, j'utilise souvent je fais souvent le rapprochement avec la fameuse thèse qui vient du marketing, mais qui est passée en sciences politiques, d'Albert Hirschman sur loyalty, voice and exit. Loyalty, c'est-à-dire l'émancipation, même si ça ne règle pas tous les problèmes, et globalement, je reste loyal à ce modèle-là. Voice, c'est la clameur, la voix. Eh bien, je proteste et je fais la révolution, socialiste, communiste, etc. Et exit, c'est ceux des Juifs, c'est le sionisme, c'est-à-dire ceux qui disent, écoutez, débrouillez-vous comme vous voulez, nous, on s'en va, on se tire, et pour créer notre existence politique à part des lieux de la diaspora où les choses se structurent se sont structurées en tout cas, entre émancipation et révolution. Alors bien sûr qu'au départ, cette troisième tendance était minoritaire, et bien entendu qu'elle a suscité énormément de critiques parmi les partisans de l'émancipation et parmi les partisans de la révolution, sans compter les partisans également du judaïsme, on va dire orthodoxe, pour qui le sionisme était une usurpation, puisque, on va dire, c'était des messianistes impatients, c'est-à-dire qui disaient on ne va pas attendre que le Messie vienne et rassemble les Juifs, on va le faire tout seul. Ces antisionismes juifs-là ont eu, il y a le Bund, il y a Théodore Reinach, je veux dire, il y a beaucoup de noms. C'était d'abord, je dirais, donc une sorte de compétition politique entre trois options de la modernité juive. Et je dirais que 1948 a créé une rupture dans ces antisionismes-là. Tout d'abord parce qu'il pouvait toujours être... on peut toujours être contre une idée tant qu'elle n'existe pas, tant qu'elle n'advient pas. À partir du moment où elle advient, c'est une autre affaire. Et de manière générale, ces juifs qui étaient antisionistes l'ont peut-être perpétué en disant « le sionisme ne me concerne pas, je ne me sens pas inspiré par l'idée d'aller en Israël », mais néanmoins,
ils ne sont pas passés armes et bagages en disant, puisqu'on était contre la création d'un État d'Israël, être contre, d'ailleurs, il faut peut-être préciser, ça voulait dire penser que ce n'était pas praticable, penser que ce serait compliqué, penser que ce n'était pas une bonne chose. Voilà, c'était une contestation du bien fondé de cette option-là. Une fois que l'idée existe, une fois qu'elle s'est matérialisée, une fois qu'elle s'est concrétisée, ces antisionismes-là ont, pour ainsi dire, se sont étiolés, et notamment celui des partisans de l'émancipation, qui, craignant que le sionisme révèle l'antisémitisme, ont pris des réserves, notamment en France, vis-à-vis de ce sionisme-là. À partir de 1948 et en tout cas à partir de 1967, on considérait que quand bien même ça ne les concernait pas directement, ils n'estimaient plus devoir combattre le sionisme. Donc voilà cet antisionisme-là qui donc n'a pas beaucoup de lien avec celui dont on parle aujourd'hui, puisque aucun d'eux aujourd'hui ne vient estimer que il faut détruire l'État d'Israël, ou il faut qu'il disparaisse. Tout ça a totalement disparu. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, effectivement, il reste un antisionisme qui est plus, me semble-t-il d'ailleurs, une critique du sionisme réel, c'est-à-dire non pas l'idée en tant que telle, mais son application. Et prend pour point de départ, effectivement, les circonstances historiques dans lesquelles le sionisme, donc aboutissant à l'État d'Israël, a atteint, et cette conséquence majeure étant bien sûr celle de la Nakba, c'est-à-dire qu'à l'issue de la guerre d'indépendance, qui aurait pu n'être qu'une défaite militaire, mais elle n'est pas qu'une défaite militaire pour les Palestiniens, puisqu'elle se solde par l'exode de 750 000 d'entre eux, certains étant partis volontairement, d'autres ayant été expulsés. L'important n'est pas là, l'important est effectivement que l'État d'Israël refuse leur réintégration à la fin de la guerre, ou en tout cas peut l'envisager, ou pouvait l'envisager dans le cadre d'un traité de paix, mais ce traité de paix n'ayant pas été signé, eh bien, les réfugiés sont restés comme tels, c'est-à-dire en dehors de l'État d'Israël, à l'exception de 156 000 d'entre eux qui sont restés et qui sont devenus citoyens israéliens, et les autres étant devenus réfugiés donc au Liban, en Syrie, et une partie en Palestine, mais pas dans leur village natal, pas là où ils étaient, mais dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et puis d'autres également en Jordanie. Alors, à partir de ce drame-là, toujours non résolu, et qui s'est, je dirais, additionné en 1967 de l'occupation des territoires, et notamment donc de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, eh bien, le conflit a pris une dimension idéologique, par cela même que ce n'est pas, comme on dit tout à l'heure, la politique d'Israël, ce n'est pas la responsabilité d'Israël dans le sort des Palestiniens qui est seulement mise en cause. En quel cas, voilà, il y aurait des anti-israéliens, mais ça prend une dimension supplémentaire qui consiste à définir cette hostilité à Israël par le terme d'antisionisme. Et qui joue, et peut-être je terminerai là, qui joue sur, je dirais, ce qu'il y a de plus sensible chez les Juifs en général et chez les Israéliens, ou les Juifs en Israël en particulier, c'est-à-dire la question de la légitimité. C'est-à-dire qu'il y ait dans l'histoire d'Israël des fautes, des erreurs, des crimes, etc. Ce n'est pas ça qui... je veux dire, ça peut être discuté, et ça doit être discuté. De ce point de vue-là, on doit même peut-être faire la distinction entre le sionisme comme idée et le sionisme dans sa réalisation historique. La question qui est posée par l'antisionisme, quand ça dépasse les aspects que j'ai définis tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, on n'est pas antisionisme, on est tout simplement contre l'absence de règlement du problème palestinien. Cet antisionisme-là consiste à considérer qu'Israël n'est pas légitime. Et cela fait jouer, bien évidemment, la corde sensible de la destruction. Et je dirais que, peut-être pour terminer cet aspect, et puis on passera aux questions, je dirais que ce qui est absolument... Alors, où l'antisémitisme rejoint-il ici
l'antisionisme, je dirais qu'il le rejoint par deux aspects. La première, par le type d'explication apportée à, je dirais, l'incapacité de la cause palestinienne à triompher. Parce qu'au final, c'est bien ça qu'on a. On a 75 ans, voire plus, de lutte palestinienne qui n'aboutit pas au résultat souhaité, en tout cas celui qui est admissible par la communauté internationale, la création d'un État d'Israël, d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Et je dirais que très souvent, dans la manière d'expliquer, de justifier pourquoi cette cause, en dépit de l'audience qu'elle a, mais ne parvient pas à se matérialiser, eh bien, souvent, les arguments sont puisés dans l'imaginaire antisémite. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, l'argument de la domination d'Israël, que ce soit des médias, que ce soit des banques, des nations. Combien de fois on a lu l'argument que c'est Israël qui fait la politique étrangère des États-Unis, c'est-à-dire des arguments qui vont au-delà, je dirais, d'une explication rationnelle. Et quand on touche, et je dirais que c'est peut-être la deuxième chose, quand on touche à cette... on dépasse la rationalité pour des explications irrationnelles, là, il y a effectivement une convergence possible. C'est aussi, j'ajouterais, le vocabulaire employé. Le vocabulaire employé dont on ne se rend pas compte à quel point il puise dans un imaginaire antisémite. Je pense notamment, par exemple, à salsioniste. Je crois que c'est un salsioniste ou, comme je l'ai vu récemment dans une image, sioniste hors de nos facs. En apparence, on devrait dire, on devrait pouvoir conclure que ce n'est pas de l'antisémitisme, puisque le mot sale juif ou le mot juif hors de nos facs n'est pas prononcé. C'est vrai, en apparence, c'est le cas. Je vous dis, il faut faire un travail d'explication. Mais si je tiens, ou si je considère que lorsque des personnes souhaitent stigmatiser des sionistes, stigmatiser des Israéliens, si ils ont recours à une formule dont ils ont supprimé le mot, auquel ils ont fait une substitution, ils n'ont pas dit sale juif, ils ont dit sale sioniste. Il est très clair que là, on ne se rend pas compte, ils ne se rendent pas compte, inconsciemment, involontairement, ils ont pris le même syntagme, ils y ont mis un mot à la place et pensent ainsi s'être dédouanés de cette longue tradition. De ce point de vue-là, même chose avec sioniste hors de nos facs. Là, je dirais que le mot le plus grave, c'est le no, c'est-à-dire, sioniste, vous êtes étranger. Alors, en plus, quand c'est dit dans une université où, il y a 75 ans, on aurait pu dire juif hors de nos facs, on ne se rend pas compte de à quel point, et peut-être involontairement, mais si l'imaginaire du slogan renoue avec une tradition qui, elle, a fait usage de ce sale juif, en l'occurrence, ou juif hors de nos facs, le fait de puiser à la même source me paraît très troublant. Et j'ajouterais, peut-être pour terminer de manière avec un peu de paradoxe, je crois qu'il y a un lien que personne ne soupçonne entre la pensée décoloniale et la lutte contre l'antisémitisme. En général, on les situe aux antipodes, mais je dirais qu'il y a un point commun entre les deux. Qu'est-ce que dit la pensée décoloniale ? Elle dit on ne se débarrasse pas du colonialisme avec la décolonisation. Ce n'est pas parce que la France n'est plus en Algérie à renoncer à son empire que l'imaginaire colonial ne laisse pas encore des traces. Ben, je dirais que la pensée sur l'antisémitisme, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas parce que les Juifs ne sont plus régis aujourd'hui par les lois de Vichy que l'imaginaire antisémite ne traverse pas, ne se perpétue pas. Et donc, je dirais, en conclusion, deux choses. La première, c'est qu'un antisioniste déclare qu'il ne soit pas antisémite. Très bien, j'entends sa déclaration. Qu'il estime que ça n'ait rien à voir, qu'il ne peut pas l'être par définition, c'est déjà un problème. Pourquoi ? Parce que, en étant antisioniste, il
se met à dos quand même près d'un juif sur deux, les juifs en Israël, et on va dire, allez, 2/3, peut-être 3/4 des juifs en diaspora pour qui l'existence d'Israël est souhaitable, importante, décisive, et si je reprends le mot d'Aaron, sans lequel, s'il n'existait pas, il perdrait une raison de vivre. Voilà. Alors, sans même établir automatiquement de lien entre les deux, être antisioniste signifie quand même avoir 3/4 des juifs en face de soi ou contre soi. Et donc, je ne dis pas que ça définit forcément une identité entre les deux, mais je dis néanmoins qu'on doit se poser la question. Je serais presque tenté de dire, c'est comme si un homme déclarait que lui, la misogynie, il en est total. Non, il doit se poser la question. Il ne l'est peut-être pas, mais c'est quelque chose à laquelle il doit se confronter. Eh bien, je pense qu'un antisioniste ne peut pas, comme ça, se laver les mains. Il peut démontrer comment il ne l'est pas, mais il ne peut pas se contenter de faire une déclaration. Et puis j'en arrive à la fin, qui est peut-être pour moi le paradoxe le plus étrange, le plus singulier, mais qui ne commence pas aujourd'hui. Un antisioniste cohérent devrait avoir pour mission principale de mettre les Juifs qui vivent dans son pays à l'aise. Si les pays arabes, dans les années 50 et 60, avaient été cohérents dans leur antisionisme, j'aurais dû dire, je vais vous prouver que le sionisme est une solution superflue, justement en démontrant, comme l'a fait le Maroc par exemple, que les Juifs sont à l'aise dans le pays où je suis. Or, ce à quoi nous assistons, c'est une situation où les antisionistes mettent mal à l'aise, dans leur discours acharné, la population, la communauté juive, les institutions juives, une grande partie des Juifs en général, et donc, d'une certaine manière, contribuent à ce que ces Juifs-là éprouvent beaucoup plus qu'ils ne le ressentaient l'importance de l'État d'Israël, voire même inspirent chez ces Juifs l'idée qu'il faudrait y aller. Et ça, je pense qu'un antisioniste ne peut pas ne pas se poser la question de l'effet de ces positions dans l'espace public et du malaise qu'elle entraîne, et finalement devient un facteur, malgré eux, de soutien au sionisme, de prise de conscience du sionisme, voire d'immigration en Israël. Voilà, je voudrais m'en tenir là jusqu'à présent et puis répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Denis. Merci pour ces premiers éléments et cette clarification sur le sens des mots. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est la suivante. Au fond, on a l'impression que les mots dont on parle, sionisme, antisionisme, n'ont plus du tout le même sens qu'ils avaient au démarrage. Et ta présentation nous l'a bien montré. Aujourd'hui, on est tous familiers d'un usage du terme sioniste employé dans le sens d'un stigmate ou d'une insulte, voire même du nom de code du mal, avec un grand M, en politique. C'est un synonyme de colonialisme, de fascisme ou de racisme. Alors évidemment, si on se demande comment ça se fait, comment on en est arrivé là, il y a une réponse très simple qui peut se présenter aux gens qui n'ont pas de mémoire historique, c'est de dire, bah oui, il suffit de regarder ce qu'Israël est en train de faire aujourd'hui pour avoir envie de disqualifier moralement dans son ensemble la réalité et le projectionnisme tout entier. Seulement quand on a de la mémoire historique, cette explication qui est liée à ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza, elle ne marche pas. Parce qu'il y a une longue histoire, il y a un historique, et c'est sur ça que je voudrais que tu reviennes, de cette disqualification du sionisme comme synonyme d'une part de fascisme, d'autre part de racisme. Alors est-ce que c'est la même histoire, cette disqualification comme fascisme et comme racisme d'autre part? Est-ce que c'est deux histoires de manipulation, deux instrumentalisations politiques différentes? Quand on a un peu de mémoire historique, on a des images qui reviennent en tête, les procès de Prague par exemple, où on utilise le mot sioniste à la place du mot juif en Union soviétique, dans les démocraties populaires, la Pologne de 1968. Donc comment on en est arrivé là? Et évidemment le point culminant de ce processus historique de disqualification morale du sionisme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la nazification d'Israël. Le propos consistant à dire Israël fait aux Palestiniens
ce que Hitler a fait aux Juifs. Alors, ce processus-là, est-ce que tu peux peut-être revenir en quelques mots sur l'évolution historique et les acteurs de cette évolution historique du sens des mots? Tout à fait. Comme tu as évoqué la question du colonialisme, je voudrais ici peut-être bien spécifier les choses. Il ne s'agit pas de dire non plus, je veux dire d'ailleurs peut-être de manière comme ça inversée, il ne s'agit pas de dire non plus que le sionisme n'a rien à voir avec le colonialisme. Bien entendu que c'est une question historique qui doit être traitée. L'antisionisme, on va dire radical ou virulent, le problème c'est qu'il ne considère le sionisme que comme un colonialisme. C'est cette exclusivité-là qui fait problème. Ce n'est pas le fait d'examiner la dimension coloniale, colonialiste, d'imaginaire colonial qui a pu traverser à telle époque ou à tel moment, ou notamment maintenant, etc. Ça, c'est le premier point. Je vois par exemple, cette sorte de réductionnisme historique, c'est pas difficile. Toute synthèse de l'antisionisme fera toujours les deux mêmes citations. La terre sans peuple et le peuple sans terre de Zangwill. Et la deuxième, c'est la phrase tirée de Altneuland, même pas de l'État des Juifs, de l'utopie, sur l'État juif comme rempart de l'Occident. Voilà. C'est tout ce qu'ils sont à se mettre, parce que Herzl n'a pas écrit une phrase de plus que celle-là. Bon, et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il l'ait écrit avec conviction. Je pense qu'il l'a écrit parce qu'il voulait trouver des soutiens parmi des puissances, puisque c'était ça l'orientation de son sionisme, de trouver des puissances qui puissent soutenir son idée. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, attention, c'est pour ça que j'avais appelé cette anthologie sionisme avec un S au pluriel, c'est parce que le sionisme, c'est un nom propre. Voilà. C'est un nom de famille. Et puis après, il y a des prénoms. Alors bien sûr qu'il y a un sionisme fasciste, et il y a un sionisme égalitariste, et il y a un sionisme laïque, et un sionisme religieux, et un sionisme socialiste, etc. Et je dirais que ce qui est assez problématique, surtout, on va dire cette dernière décennie, c'est qu'on a eu tendance, mais également en Israël, à considérer que le seul sionisme légitime est celui de la droite expansionniste qui entend maintenir sa domination en Cisjordanie. Et je dirais de ce point de vue-là qu'un des facteurs de cette progression de l'antisionisme, et je pense notamment par exemple au rapport d'Amnesty International définissant Israël comme État apartheid, c'est la loi d'État-nation, sur la loi fondamentale sur l'État-nation du peuple juif de 2018, qui incontestablement a légitimé ce type d'accusation. On ne peut pas, donc il ne s'agit pas de penser que les choses ne se nourrissent pas l'un et l'autre. Bien entendu que la notion de sionisme, qu'on a utilisée... oui, peut-être un dernier mot sur l'antisionisme pour dire que cet antisionisme juif dont j'ai parlé tout à l'heure, vous n'auriez... D'abord, il ne se définissait pas comme antisioniste. C'était l'émancipation, la révolution, et un des arrêtés, si je puis dire, ou un des points du programme, c'est effectivement la solution nationale ne nous concerne pas, nous ne la considérons pas comme étant la bonne. Et ce qui est certain surtout, c'est qu'on aurait, et d'ailleurs, historiquement parlant, on n'a jamais mis à une même table le rabbin de Lubavitch, Léon Trotsky et Salomon Reinach. C'est-à-dire, c'était pas un combat commun qu'il menait. C'était chacun avec son option. Alors, il ne s'affiche... Antisionisme était, je dirais, presque un outil analytique. C'était la manière dont on pouvait décrire leur rapport au sionisme. Ce n'était pas une partie de leur identité intrinsèque s'affichant comme telle explicitement, même si, bien entendu, ils étaient opposés à cette idée et estimaient qu'elle ne devait pas voir le jour, puisqu'ils avaient eux-mêmes leur propre solution politique à la question juive. Le mot sioniste, tel qu'il est employé dans les procès de Prague, tel qu'il est employé après dans les années 60-70 au temps de Brejnev, et également aujourd'hui, bien sûr qu'il est un euphémisme. Bien sûr qu'il est une manière de ne pas dire juif, puisque si l'État d'Israël est un État juif et qu'il est composé en majorité, un peu plus de trois quarts, bien entendu que ce sont des juifs. Mais évidemment qu'ils ne vont pas dire juifs, surtout que, d'une certaine manière, des juifs qui restent en diaspora
c'est cachère, et ceux qui sont en Israël, ça ne l'est pas. Et donc, on va employer cette notion de sionisme pour stigmatiser, parce que, encore une fois, après 1945, on ne peut plus dire des Juifs. Mais c'est quand même à des Juifs, ce sont des Juifs qu'ils critiquent. Alors, pour une opinion, et là, je voudrais revenir peut-être à l'argument peut-être le plus fort de l'antisionisme. L'antisémitisme accuse les Juifs de choses dont ils sont innocents. Ils ont trempé la galette Azim dans le sang d'un chrétien. Ah ben non, c'est pas le cas. Ils veulent dominer le monde, etc., sous prétexte qu'il y a 3 Juifs qui dirigent 3 journaux, etc. Ben non, ils ne dominent pas le monde. L'antisémitisme, surtout l'antisémitisme moderne, est une métaphorisation du mal. C'est-à-dire, je suis contre le capitalisme, je vais dire que tous les Juifs sont capitalistes, c'est eux qui amènent ce danger-là. C'était l'antisémitisme d'un Proudhon, par exemple, ou de Fourier. L'antisionisme peut se targuer de dire j'accuse les Juifs, même si on va dire les sionistes, toujours pour cette raison d'euphémisation, j'accuse les Juifs non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Oui, à cette différence-là que jamais l'accusation portée aux Juifs n'atteint ce degré d'essentialisation. C'est-à-dire qu'on va toujours considérer tout Israël comme un bloc et jamais faire la différence entre, par exemple, des forces politiques, des tendances, etc., qui peuvent être plus fortes à un certain moment, qui peuvent être dominantes, comme aujourd'hui, en tout cas jusqu'au 7 octobre, en tout cas aux dernières élections. Et il y a là une sorte de globalisation, c'est-à-dire tous en sont, tous le sont, et ça ne s'adresse pas à l'État, ça s'adresse à la population tout entière. Je veux dire par là, et c'est la fameuse théorie ou l'hypothèse du double standard. Quand on accuse Poutine d'avoir agressé l'Ukraine et qu'on éprouve de l'hostilité, est-ce que qui que ce soit éprouve une haine particulière pour les Russes, qui pourtant, semble-t-il, soutiennent Poutine? Non, ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Et donc, ce qu'il faut analyser ici, c'est cette capacité d'extension d'une critique adressée à un État, à un gouvernement, à une politique durable. Il ne s'agit pas de dire il n'y a pas alternance, en tout cas pas depuis une dizaine d'années, à une exception près qui a duré 18 mois. C'est cette extension à une collectivité et c'est la mise en cause de sa légitimité qu'on n'entend jamais ou rarement quand il s'agit de cas différents. Quand Pinochet a pris le pouvoir, je ne me souviens pas qu'on ait accusé les Chiliens de quoi que ce soit, on les a plutôt considérés comme victimes. Personne n'a on pourrait avoir de la compassion pour les Israéliens qui ont à subir un gouvernement dont peut-être la majorité les a soutenus. Non. C'est encore une fois, je dirais, c'est retourner d'une certaine manière contre les Israéliens, et les Juifs en Israël en particulier, les Palestiniens en général ne sont pas tenus pour coupables de la situation, c'est retourner contre eux, comment dirais-je, le fait même qu'ils soient une démocratie. C'est-à-dire, c'est parce que vous êtes une démocratie, donc vous avez voté pour tous ces gouvernements qui finalement ont perpétué le problème palestinien, sans jamais tenir compte de la responsabilité qu'il pourrait y avoir dans d'autres parties à l'échec de la résolution de ce problème palestinien. Je vois que l'heure tourne. Alors, j'avais évidemment beaucoup d'autres questions pour toi, mais je propose qu'on ouvre la discussion avec la salle. S'il y a des premières questions, il y a un micro qui va circuler. Alors, mademoiselle, là au 4e rang, est la première à lever la main. Merci. Je vous demanderai juste de me rendre le micro dès que vous avez posé votre question, s'il vous plaît. Je vous ai écouté attentivement et je vous remercie de votre intervention, mais cela dit, je ne suis pas encore convaincue sur quelques points.
Vous avez dit que la majorité des gens qui se revendiquent antisionistes aujourd'hui ont vraiment véritablement un problème avec comment le sionisme est appliqué aujourd'hui. Mais par contre, cela dit, je ne vois toujours pas comment appliquer l'idéologie du sionisme qui souhaite établir un État-nation pour le peuple juif sans que ce projet politique devienne une ethnonation qui priorise les juifs par-dessus les autres habitants en Palestine. Je ne pense pas que ce soit possible et c'est ma principale raison de me revendiquer en tant que personne juive et antisioniste en même temps. Si le sionisme ne mène pas à une politique exclusionnaire contre les non-juifs dans la définition même, à quoi pourrait ressembler le sionisme ? Très bonne question. Le modèle de l'État d'Israël, effectivement, est un modèle ethno-national. C'est-à-dire qu'il est fondé non pas sur la création ou l'invention d'une nation civique, telle que la France, mais sur la cohabitation ou la coexistence entre deux nations. La nation juive et la nation inscrite auparavant comme nation arabe, mais tout le monde a bien compris qu'il s'agit de Palestiniens. Il s'agit aujourd'hui de près de 2 millions de Palestiniens, citoyens de l'État d'Israël, donc un Israélien sur 5 donc, est palestinien. Alors, on pourrait effectivement considérer que la notion d'État juif et démocratique est insuffisante pour assurer une garantie d'égalité totale et complète entre les différents citoyens d'Israël. C'est vrai. Je dirais néanmoins 2 choses. Tout d'abord, et comme j'ai été élevé dans la République, vous imaginez bien comme le modèle républicain m'est cher, je suis bien forcé de constater qu'en Israël, s'il y a bien une chose sur laquelle les Palestiniens d'Israël et les Juifs israéliens sont d'accord, c'est qu'ils n'appartiennent pas au même peuple. Voilà. C'est-à-dire que travailler à la républicanisation d'Israël, ce à quoi vous appelez et dans laquelle je me retrouve, appeler à la républicanisation d'Israël est une tâche importante, nécessaire, mais peut-être une tâche décisive parce que vous avez en Israël 2 populations qui entendent partager ensemble une citoyenneté, pas une appartenance nationale, parce que les 2 se réclament d'un nationalisme culturel, religieux et linguistique. Alors, quel est l'avantage ? Et là, effectivement, 2 réflexions. La première, c'est que l'avantage de ce modèle, mais je vais parler aussi des inconvénients, l'avantage de ce modèle, c'est qu'il n'a aucun problème pour reconnaître la différence. La différence ne lui pose pas de problème. Un juif en Israël, pour majoritaire qu'il soit, n'a pas le projet de judaïser le Palestinien qu'il a en face. Il a tout au plus le projet de l'israéliser, c'est-à-dire d'en faire une identité civique. Ça veut dire que quand un juif et un palestinien, tous les 2 israéliens tombent, ils seront soignés de la même manière. Voilà, parce qu'ils sont citoyens israéliens. Ils vont voter dans les mêmes bureaux de vote. L'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où ce modèle ethno-national est établi, et il l'est, je ne peux pas le nier, l'égalité doit être examinée à travers d'autres critères. Par exemple, le budget, par exemple. Budget d'une école arabe, budget d'une école hébraïque. Et là, bien évidemment, qu'il y a énormément de travail à faire, et il est fait en partie, et notamment grâce à l'indépendance de la justice. La Cour suprême, pour ne pas la nommer. Donc, bien sûr qu'il y a le fait même de le définir comme État juif, bien sûr que c'est un problème, puisque c'est donner une définition d'un État à travers une caractéristique qui ne vaut pas pour 100% de ses citoyens. C'est une anomalie.
Comment on l'a rétabli? Comment on la résout? Comment on la réduit? Eh bien, c'est par une démocratisation, une libéralisation qui, on va dire, depuis 20 ou 30 ans, a fait des progrès, même si, avec les gouvernements actuels, on est plutôt dans une paralysie de cette tendance-là. Ça veut dire, et j'en viens à la fin, ça veut dire que, oui, des combats doivent être menés. La seule manière que je pourrais peut-être vous inciter à réfléchir à cela, c'est que, est-ce qu'une nation civique, pour civique qu'elle soit, résout le problème? Je ne suis pas certain que l'exemple de la France d'aujourd'hui, France républicaine, fournit la démonstration qu'il n'y a que ce modèle-là qui résout ce problème que vous posez. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous dans le même sac. Bien sûr que c'est beaucoup plus facile de discriminer lorsque vous avez deux ensembles qui entendent le rester, d'autant qu'ils ne sont pas territorialement séparés, c'est-à-dire ce n'est pas les cantons à la Suisse, voilà, ou flamands, wallons. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce problème-là, il n'est pas propre, il se pose d'une manière plus accrue pour un État qui se définit comme tel, c'est vrai, clairement. Il demande d'être beaucoup plus vigilant. Nous ne l'avons pas été assez, mais, et c'est là où la dimension démocratique de l'État d'Israël, ce n'est pas une panacée, mais c'est ce qui permet d'en discuter, de réformer, de progresser, mais je ne veux pas être trop optimiste, ça permet aussi de régresser, parce que c'est à la faveur de telle ou telle majorité. Donc moi j'entends bien ce que vous percevez, et j'y suis totalement sensible, je n'en suis pas, étranger à cette inquiétude-là que vous exprimez en disant, mais attention là, définir l'État d'Israël comme l'État juif, ça voudrait dire, c'est quoi le statut des 20% de Palestiniens? C'est une vraie question. C'est un vrai débat, c'est un vrai défi, mais pour cela, c'est pas fort. Alors, on peut mettre en cause de ce point de vue-là le sionisme, on peut lui demander. Alors, moi, j'ai appelé ça dans un article, j'avais fait la distinction entre le post-sionisme hard et le post-sionisme soft. Toute la libéralisation des 20 dernières années, la constitution d'une classe moyenne, etc., la méritocratie des Palestiniens d'Israël, nombre de pharmaciens, c'est-à-dire leur ascension dans les élites israéliennes. Voilà le post-sionisme soft par lequel on peut atténuer cette définition-là, ethno-nationale et religieuse, qui peut générer et qui a généré de la discrimination, et encore aujourd'hui. Mais elle n'exclut pas un combat politique pour y remédier. Et je dis souvent, sous forme de boutade, que aujourd'hui, Israël est défini comme un État juif et démocratique. J'espère voir de mon vivant un Israël se définir comme un État démocratique et juif. C'est-à-dire commencer par la démocratie et mettre la définition juive ensuite. Est-ce qu'un jour, elle sera superflue? Ce n'est pas exclu. Même sans passer par la transformation d'une nation israélienne. On a le nom pour la nation civique. La nation israélienne. Tout le monde est israélien. Mais il faut bien reconnaître, dans les enquêtes qu'on fait, subjectivement, des Juifs vont se définir israéliens, mais par rapport à la diaspora, pas par rapport au fait qu'ils sont, on va dire qu'ils sont co-citoyens d'une population palestinienne. Je pense que c'est la contestation de l'État d'Israël, avec les guerres et avec les hostilités dont il est l'objet jusqu'à aujourd'hui, qui freine ce processus-là. Je pense qu'un Israël en paix saura se dissocier. Et puis j'ajoute, mais pas totalement non plus, parce que je crois qu'il y a, et je terminerai par là, entre le particularisme de l'État d'Israël et le particularisme juif, c'est-à-dire quelque chose qui est très difficile à expliquer, mais qui consiste à revendiquer le particularisme, à ne jamais le nier, à l'affirmer, tout en étant capable de produire de l'universel et l'universalisme. L'État d'Israël, de ce point de vue-là, n'a pas résolu la fameuse difficulté que les chrétiens n'ont pas supportée dans le judaïsme, c'est-à-dire vous êtes un peuple à part et vous conservez ce particularisme-là.
sans pour autant renoncer à l'universel. Regardez la Bible, c'est ce mélange-là. L'État d'Israël, de ce point de vue-là, elle est dans cette continuité-là. Je pense qu'un État d'Israël qui vivrait en paix à côté d'un État de Palestine permettrait de résoudre largement ces problèmes-là. Mais votre objection est là, c'est un antisionisme qui est tout à fait admissible, tolérable, et pour lequel on ne pourrait pas dire, et qu'importe votre judéité, pour lequel on ne pourrait pas dire, c'est de l'antisémitisme. Voilà. Mais parce que vous l'avez bien précisé, dans quelle mesure l'État juif comme tel n'est pas amené à discriminer structurellement. C'est une vraie question. Elle est résolue, pas comme il faut. Est-ce que c'est la désionisation d'Israël qui le permettrait? C'est là où j'ai quelques doutes, compte tenu du fait que, voilà, en France ou ailleurs, où il y a des nations civiques, on n'a pas pour autant résolu le problème de l'égalité, et surtout pas celui de la différence. Merci. Denis, une autre question, peut-être? Je sais pas si ça va. Merci pour votre intervention. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt des remarques, mais je vais essayer d'aller assez rapidement. Moi aussi, je suis un peu en désaccord avec ce qui a été dit. D'abord, sur la définition du sionisme que vous avez donnée, donc les 5 points, Edouard Saïd, il disait que pour définir c'est une définition qui est intéressante, mais qui est très abstraite. Parce que, effectivement, si on définit le sionisme plutôt dans ses conséquences matérielles et pratiques qu'il a eues, et pour paraphraser Edouard Saïd, du point de vue de ses victimes, c'est-à-dire quand même les Palestiniens, je pense qu'on ne peut vraiment pas parler du sionisme sans parler des Palestiniens et sans aussi se poser la question de l'intention derrière la Nakba. Vous savez qu'il y a une historiographie critique, y compris israélienne, qui a remis en cause cette idée que la Nakba serait juste une conséquence de la guerre, mais que le transfert en fait avait été pensé dans les versants du sionisme et pas, dans tous les versants, y compris les versants libéraux. Et il y a des historiens palestiniens aussi qui l'ont montré. Donc je pense que c'est important quand même de définir le sionisme du point de vue de ses victimes, des personnes concernées aussi, qui sont les Palestiniens, et dont 800 000 ont été intentionnellement, manifestement, chassés de leur terre en 1848. Et deuxième petite remarque, si j'ai le temps, je suis désolé, c'est qu'il y a une dimension peut-être qui manque aussi à la conférence, c'est, vu qu'en plus on est à Sciences Po, donc je pense qu'on est bien placé pour le savoir, c'est que sioniste et antisioniste, en fait, c'est aussi des catégories qui sont militantes, et c'est des catégories qui se construisent l'une en interaction avec l'autre. Et effectivement, là, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a un peu un côté stigmatisant à user du mot sioniste à tort et à travers, et que l'inflation, y compris dans le mouvement pro-palestinien, j'assume de le dire, du mot sioniste, comme par exemple dire sioniste hors de nos facs, ça convoque une rhétorique qui peut être perçue comme antisémite. Mais l'antisémitisme, c'est un racisme qui traverse toutes les doctrines politiques. Enfin, la rhétorique antisémite, elle peut être présente parfois dans le mouvement pro-palestinien, mais comme elle peut être présente dans absolument n'importe quel... l'imaginaire antisémite, il est présent aussi à l'extrême droite, il peut être présent aussi à droite, il peut être présent aussi dans certaines expressions. Par exemple, quand on parle d'islamo-gauchiste, ça fait référence aussi à judéo-bolchevique et à des imaginaires qui sont antisémites. Donc l'antisémitisme, c'est un racisme qui traverse tous les courants de pensée. Donc on ne voit pas très bien pourquoi effectivement le mouvement pro-palestinien en serait épargné, mais le discréditer l'antisionisme comme idée, comme posture militante, parce qu'il y a à l'intérieur des personnes qui l'utilisent pour être antisémites ou qui ont une imagerie antisémite comme il s'en trouve partout, je trouve que c'est dommage. Et par ailleurs, sur la question de l'étiquetage quand même, effectivement, donc il y a un problème d'étiquetage du mot sioniste, mais il y a un problème d'étiquetage du mot antisioniste aussi. Par exemple, la LFI, aujourd'hui, c'est un parti qui est considéré comme étant antisioniste dans les imaginaires collectifs, alors qu'en fait, il est sur la position de 2 États sur les frontières de 67. Et pourtant, il y a énormément, en tout cas dans les statuts, c'est comme ça. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui le traitent d'antisioniste comme catégorie accusatoire aussi. Donc les deux sont des catégories accusatoires. Merci, Denis. Oui. Un mot rapidement, du coup. D'accord. Alors qu'il y ait de l'antisémitisme dans d'autres familles politiques,
Oui, bien entendu, ça, j'ai jamais prétendu le contraire, c'était pas mon sujet. On m'a demandé de parler de l'antisionisme aujourd'hui. L'antisionisme, oui, on doit en trouver. Je suis pas sûr qu'on en trouve dans la classe politique française aujourd'hui. À l'extrême droite, il y a eu sans doute, il y a eu beaucoup, oui. Moi, je connais très bien, enfin, ça remonte à loin, mais le débat entre Bardèche et Valla, Bardèche disant non, je reste antisémite parce que l'État d'Israël, c'est le bastion de la domination du monde par les Juifs, et Valla disant non, finalement, voilà, il y a peut-être un ennemi plus important, etc. Boutan aussi, je veux dire, l'extrême droite aussi a bougé sur cette question-là, effectivement, mais que la question de l'imaginaire antisémite traverse d'autres familles politiques, sans doute. Je veux dire, elle me paraît moins significative, mais en plus que ce n'était pas mon sujet, mais vous avez bien fait de le mentionner. Sur la question de la stigmatisation. Alors, pour la Nakba, bien entendu qu'il faut parler de cela, et ça me paraît être au cœur des discussions, et je suis le premier à dire, concernant la société israélienne dans laquelle je vis, c'est qu'elle ne prend toujours pas la mesure de ce qui s'est passé. En fait, pour le dire rapidement, donner un petit point d'histoire, alors, ce n'est pas 750 000 qui ont été expulsés, mais ça ne change rien. On est réfugié à partir du moment où l'autorité israélienne vous dit vous ne rentrez pas. Donc, qu'importe les circonstances, s'ils sont partis et puis qu'on ne les a pas laissés. Ce qui compte le plus important, c'est effectivement qu'on ne les a pas laissés revenir, et en tout cas pas sans un accord. On en a laissé venir une quinzaine de milliers qui se sont présentés, qui étaient sans les armes à la main, etc. Voilà, et ils ont réintégré l'État d'Israël, mais les 750 000 et leurs descendants ne l'ont pas été. Ben Gurion a parié sur le fait que, je le dis de manière un peu cynique, mais je ne le reprends pas à mon compte, en bougeant de 20 km, en passant de Ashdod à Gaza, c'était perdre son village natal, c'était perdre sa propriété, c'était perdre son champ, mais on restait dans la même région. Voilà. Et il a parié sur le fait que ceux qui allaient au Liban, en Jordanie, en Syrie, s'intégreraient au bout d'une génération. Ils garderaient toujours la douleur du départ, mais finalement s'intégreraient. Ce pari est perdu, ok ? C'est la responsabilité d'Israël de le résoudre. La question qui peut nous diviser, qui semble nous diviser, enfin, peut-être pas vous, personnellement, c'est sous quelle forme ? Sous la forme de deux États ou sous la forme d'un État binational ? Alors attention, je ne considère pas l'État binational comme, c'est une formule, c'est antisioniste, mais pas antisémite. Je dis toujours, à une seule condition, c'est que ce soit une recommandation. Quelqu'un qui vient me dire « il serait mieux pour les Juifs et les Palestiniens de vivre ensemble sous le même État », je ne peux pas considérer ça comme antisémite. Si c'est une injonction, si c'est ou l'État binational ou rien, ou la guerre, à ce moment-là, je considère qu'il y a quelque chose qui met en cause l'agency dont les Juifs ont aussi droit et qui consistait pour eux à former un État-nation. Dans des circonstances dramatiques, dans des circonstances tragiques et dans des circonstances qui nous incombent la responsabilité de le résoudre en le réparant. Pas en le réparant sous la forme d'un retour général de tous les descendants des Palestiniens de 1948 au sein de l'État d'Israël, pas parce qu'ils n'y le méritent pas parce que ce ne serait pas forcément la solution la plus juste et la plus morale, mais parce que on parle d'un mouchoir de poche qui fait 25 000 km² et que l'État d'Israël, privé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, c'est 20 000 km². Donnez-moi 200 000 km² et je vous assure que la droit du retour sera votée. Mais ce n'est pas le cas. Que demain, Israël envahisse la Jordanie, c'est de la politique fiction, envahisse la Jordanie et décide que désormais, c'est l'État d'Israël, tous les Palestiniens seront invités à revenir. Donc le problème, il est concret. Ce n'est pas un problème de la dénégation. Et puis, il faut quand même bien le dire. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile dans le dialogue en France, avec mes étudiants. C'est-à-dire qu'il y a... Je ne suis pas surpris du fait que nous restons responsables de la Nakba et de l'occupation, quelles que soient les tentatives de négociation qui ont eu lieu entre Israéliens et Palestiniens et qui n'ont pas abouti, et pas forcément et pas exclusivement parce que les Israéliens n'en voulaient pas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans le discours israélien, qui est totalement absent du discours politique ici. On retient l'occupation, on retient la colonisation, on ne retient rien des différentes tentatives qui se sont soldées par un échec. Et je ne veux pas, ici on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais je ne suis pas certain qu'on puisse dire que c'était la faute des Israéliens. Certainement pas en 2000, quand c'était Barak et Arafat, et en 2008, quand c'était Olmert et Mahmoud Abbas.
Et donc, je termine là-dessus. Donc, bien sûr que... alors, sur LFI défini comme parti antisioniste, moi, c'est peut-être dans les statuts, je ne les ai pas regardés, donc je vous fais confiance. J'ai rarement entendu dans la logorée de discours émis par le LFI autour de la guerre, rarement entendu l'affirmation à 2 États. Et en tout cas, Rima Hassan, que j'ai entendu au campus de Sciences Po Menton, puisqu'elle était invitée, elle a dit qu'elle préférait un État binational, qu'elle se contenterait de 2 États, mais que ces 2 États ne pourraient pas fonctionner s'il n'y a pas un droit au retour accordé à tous les Palestiniens. Et donc, ça veut dire un État palestinien et un autre État israélo-palestinien. Et ça, effectivement, c'est pas... Alors, je n'ai pas dit qu'elle détient la parole de LFI, mais je crois qu'il y a en tout cas une ambiguïté de plus qu'il serait bon de clarifier. Si dans tous les discours de LFI condamnant apartheid, génocide, colonialisme, on ajoutait « nous sommes pour la solution à 2 États », je pense que l'image publique dont vous parlez serait un peu mieux, enfin, me paraîtrait mieux entendue de la classe politique française en général et de la communauté juive en particulier. Mais ce n'est pas le cas. On va prendre peut-être une ou 2 questions maximum de plus, s'il vous plaît. Bonjour. Il y a beaucoup de choses à dire. Waouh. Merci. Je ne sais pas d'où commencer, mais je vais être rapide. Alors, je suis marocain, d'origine juive, et j'ai vu comment le sionisme a détruit la communauté juive au Maroc. Il a détruit une partie fondamentale de notre culture. Et il faut se rappeler que le sionisme de base était un mouvement colonial, profondément raciste. Je dis que Ben Gurion nous appelait, nous les Nord-Africains, de sauvages. Jabotinsky disait que il fallait tuer tout le monde, tous les Palestiniens, pour donner de l'espace aux colons juifs. Donc il y a beaucoup de choses. Et ce que vous avez dit par rapport aux antisémites, les antisémites sont les plus grands alliés du sionisme, parce que Balfour, qui a fait la déclaration de Balfour, était un antisémite, et tous les alliés du sionisme étaient des antisémites, parce que l'antisémitisme était un phénomène européen et le sionisme était un phénomène européen aussi. Donc, excusez-moi, je suis désolée de vous interrompre. Si vous avez une question, posez-la. Il nous reste vraiment très peu de temps. Oui, je l'ai, mais je dois donner du contexte. C'est pour cela que... Ah, le contexte. Oui, le fameux contexte. La question est, comment peut-on, nous, les gens, vous voyez, qui sont du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, et qui ne viennent pas de la France quand ils ont 13 ans, etc., et ils sont des colons, et ils viennent là-bas, s'installent. Quand il y arrive ça, comment peut-on avoir des relations avec ces personnes-là, des sionistes, quand ils pensent que nous sommes des sauvages, quand ils pensent que nous ne sommes pas des êtres humains? Merci. Alors, on va peut-être écouter une autre question supplémentaire. Si vous ne l'avez pas... Ensuite, il faudra que tu répondes rapidement. On va manquer de temps. Ça arrive. Je vous demanderai d'être bref, désolée. Oui, bien sûr. Bonjour. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on rapporte le combat antisémite, qui est un combat contre une forme d'oppression d'une communauté, à un autre combat contre une autre forme d'oppression, qui est le combat pour la libération de la Palestine, un combat contre différentes formes d'oppression, d'apartheid, de colonialisme, il y a différentes formes, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc un combat qui par essence ne veut en aucun cas atteindre les personnes de confession juive, parce qu'il s'agit d'un combat anticolonial et donc qui condamne l'oppression par essence. Donc voilà, c'est ma question. Pourquoi est-ce qu'on rapporte ce combat à un autre combat de libération? Et je me permets quand même de donner mon avis. Je crois que quand même cette diabolisation de la cause palestinienne et l'instrumentalisation du combat contre l'antisémitisme en la rapportant à cette lutte menace plus qu'autre chose la communauté juive et détourne l'attention finalement sur les vrais facteurs et les vraies sources de la persistance de l'antisémitisme, principalement en Europe, et c'est aussi en fait pour moi un discours qui
et qui est au final, c'est un discours de victimisation et qui est infidèle à ce profil aussi de nouveaux juifs que l'État d'Israël souhaitait mettre en avant lors de la fondation de son État, et qui est donc un profil d'un juif qui est empowered, qui est émancipé, fort, qui n'est pas une victime finalement. Donc, voilà. Merci. Alors Denis, il nous reste très peu de temps. Très peu de temps, oui. C'est difficile de reprendre toutes ces thèses-là. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je vais le prendre autrement. Je pourrais répondre de manière très polémique et très virulente. Je n'ai pas envie de le faire. Les Juifs, ce n'est pas des surhommes. Les Juifs, c'est des autres comme les autres. Il y a des racistes parmi eux, il y a des humanistes parmi eux, il y a des colonialistes parmi eux, il y a des anticolonialistes parmi eux. Cessez de, derrière la notion de sionisme ou la notion de l'État d'Israël, de tous les massifier comme s'ils étaient des créatures diaboliques ou diabolisées. Alors pourquoi ? Vous me demandez, mais ça je vais y répondre quand même. Pourquoi on a articulé l'un à l'autre ? Je dirais pour deux raisons. La première, parce que quel que soit le degré, l'ampleur de la tragédie palestinienne, dont je ne sous-estime absolument pas l'importance et la gravité, le fait est que c'est la destruction de l'État d'Israël qui a été réclamée par le mouvement national palestinien et par les pays arabes. Cette mémoire-là, quand bien même le Fatah, depuis 1993, a reconnu la légitimité de l'État d'Israël, ne pensez pas que cette idéologie-là de la destruction d'Israël, elle a échappé aux Juifs qui vivent en Palestine. Quand bien même auraient-ils commis des péchés, des erreurs, des fautes et des crimes. Je veux dire, comment je vais vous dire cela ? L'Allemagne a commis la Shoah. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, personne n'a jamais pensé que l'Allemagne devait disparaître. Si je mets un peu d'humour, non seulement l'Allemagne s'est maintenue, on a fait deux Allemagnes, et l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. La Russie, le stalinisme, je veux dire, vous me parlez du sionisme. Vous voulez que je vous cite combien de républicains ont tenu des propos terribles sur les Noirs, sur les Arabes, etc. Je veux dire, oui, il y en a eu sans doute. Ben Gurion a tenu des propos, il en a tenu d'autres, il avait des préjugés. Allez demander aujourd'hui aux Juifs d'Afrique du Nord, et notamment à ceux de votre communauté du Maroc, s'ils se sentent étrangers. Il y a une chose qu'il faut comprendre, et peut-être ce sera mon dernier mot pour répondre à l'ensemble des questions. C'est quoi le sionisme ? C'est le bonheur, avec toutes les conséquences liées à ce bonheur, d'être une majorité. Vous savez, je finirai sur un ton personnel, voilà, puisque ça a pris un côté un peu personnel. J'ai grandi en France dans une période où l'antisémitisme, moi je n'en étais absolument pas conscient, et je ne pense pas qu'il y en avait. C'est la période de chagrin et la pitié, etc. Mais tout aussi à l'aise que je pouvais être en France, mon identité juive était dissimulée. Si on me demandait vous êtes catholique pratiquant, je ne répondais pas je ne suis pas catholique. Je disais non, j'en ai pas pratiquant. Voilà. Cette dissimulation-là, je le vois chez mes enfants, elle n'existe pas. Donc, ce droit à être une majorité, c'est ça finalement l'essence du sionisme. Le problème, c'est que quand on est une majorité, alors effectivement, on peut se montrer intolérant, on peut considérer d'autres minorités avec un regard condescendant, on peut ne pas tenir compte de leurs droits. C'est vrai. C'est le malheur ou le problème moral que pose le fait d'être une majorité. Mais c'est à cela que le sionisme, en ce sens, c'est ce qu'il reste du sionisme. Parce que tout ce que vous nous dites, les préjugés racistes, etc., il en reste bien sûr quelque chose. Denis, il va falloir qu'on libère la salle. Mais le fait est que c'est cette expérience-là qui reste irréductible et contre laquelle l'antisionisme ne pourra pas fournir de réponse. Merci. Merci à tous. Merci Denis. Désolée pour les questions qui n'ont pas pu être posées. Denis reste
à Sciences Po encore dans le mois qui vient. Donc il reste à votre disposition. Je te jette en pâture aux questions qui demeurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.